Bonjour chers abonnés et web spectateurs, vous regardez Télé Wallissimo, qui est la chaîne qui fait la promotion de l'audiovisuel dans tous les domaines. Parlant du domaine de l'entrepreneuriat singulièrement, Télé Wallissimo diffuse plusieurs émissions économiques dont la présente émission Start Invest, qui est une émission qui s'intéresse particulièrement à l'entrepreneuriat africain ou en Afrique. Surtout ceux des startups et des micro-projets. L'objectif étant de booster la création des jeunes femmes et jeunes hommes. C'est donc tout naturellement que Télé Wallissimo, à travers Startup Invest, organise le débat du jour autour de la question suivante. L'appui de la diaspora est-il décisif pour le financement des micro-projets en Afrique? L'appui de la diaspora est-il décisif pour le financement des micro-projets en Afrique? Tel est le débat que nous engageons ce jour avec les invités que nous allons recevoir sur le plateau dans un moment. Ce thème est une question suscitée par l'organisation à Libreville le 5 au 10 mai 2021 du programme d'appui de la diaspora au financement des micro-projets. Ce programme est mis en place par le Bureau de promotion et de coordination des investissements de la diaspora en Afrique, en abréviation BPCIDA. Le représentant du BPCIDA nous en donnera des détails. Ce programme est soutenu par des Africains de la diaspora installés au Canada. Un membre de cette diaspora est attendu pour nous édifier sur les projets de cette communauté. Cette diaspora avait déjà, il y a quelques années, initié un projet semblable dans le pays frère qui est le Cameroun. Des représentants venus du Cameroun vont également nous partager cette première expérience de soutien des micro-projets dans ce pays. Aussi, afin de connaître les réalités de l'entrepreneuriat jeune au Gabon, nous recevons des jeunes femmes qui ont connu des expériences diverses. Bonjour, je suis Guigui Alé-Charlène, psychologue de profession et également entrepreneur social et commercial. Je suis porteuse de projets dans le domaine de la représentation commerciale. Bonjour, je suis Patrick Demanokana, je suis journaliste de formation et aujourd'hui engagé dans la promotion des projets associatifs et d'affaires en Afrique. Je suis également le promoteur du PGCI, qui est le programme d'appui à la promotion entrepreneuriale jeune et de la citoyenneté responsable. Je suis ici au Gabon parce que nous avons l'opportunité d'accompagner dans le lancement de ce programme d'appui de la diaspora au financement des micro-projets en Afrique. C'est une opportunité que nous voulons saisir parce que le PGCI a vocation justement d'accompagner de manière transversale des projets qui sont initiés, portés, implémentés en Afrique et soutenus par la diaspora. Bonjour, je suis Johanna Baird, juriste fiscaliste de formation et depuis 5 ans maintenant, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à travers de nombreux projets. J'ai participé à plusieurs opérations de financement et aujourd'hui, je saisis l'opportunité du programme d'appui de la diaspora pour présenter un projet qui, j'espère, sera retenu afin de permettre aux jeunes Gabonais de bénéficier de cette activité. Salut, bonjour. Je m'appelle Franklin Papet, leader communautaire dans la capitale fédérale canadienne. Je fais partie de cette diaspora qui pense fortement que l'Afrique peut se réaliser à travers nous. Je suis entrepreneur, enseignant et aussi je suis dans la santé. Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Simplement parce que je pense fortement que nous pouvons travailler avec nos compatriotes et investir dans les micro-projets pour permettre d'avoir cette Afrique qui se réalise et qui rêve grand. Parce que l'avenir, c'est chez nous ici en Afrique. Alors, je suis déjà content d'être là et puis je pense qu'on va avoir une belle soirée. Merci. Bonjour, Sosten Gokila, diplomate de carrière, ancien ambassadeur du Gabon au Canada. Nous sommes ici dans le cadre du Bureau de promotion et de coordination de l'investissement de la diaspora en Afrique, un bureau, une initiative que nous avons mise en place au Canada avec les membres de la diaspora africaine et avec quelques ambassadeurs africains, dans l'objectif de pouvoir impacter la jeunesse africaine dans la création d'entreprises. Et c'est dans ce cadre que nous sommes ici au Gabon pour lancer la première édition de l'appui de la diaspora au financement des micro-projets en Afrique.
Monsieur Sosten et Monsieur Franklin, vous êtes les membres du bureau qui vont aider les jeunes entrepreneurs à réaliser leurs projets. D'où est-ce que vous vient le financement? Est-ce que le financement ne vient spécialement que les membres de la diaspora comme vous? Est-ce que vous travaillez par exemple avec des ambassades des membres de votre diaspora? Est-ce que vous travaillez avec des banques? Comment est-ce que vous pensez, enfin d'où vous viennent les fonds pour pouvoir accompagner ces personnes-là dans l'investissement de leurs différents micro-projets? Monsieur Franklin. Monsieur Sostenadi n'est pas entrepreneur, donc on commence par vous. Non, mais je vais plutôt le pointer du doigt parce qu'habituellement, lui, il nous a beaucoup bousculé au Canada. Et une fois, je suis allé dans son bureau, c'était un mardi. Samedi, j'étais à Montréal. Samedi, on était à Montréal, où on faisait la nuit en blanc. Et on avait claqué, je pense, $1 2000 pour faire la fête, avoir les champagnes et tout. Et il n'avait pas beaucoup aimé ça, je peux vous dire. Donc quand je suis arrivé dans son bureau, il me dit, mais mon petit frère, c'est du gaspillage, pensez à l'Afrique, machin. Alors, c'est vrai que ça nous titillait déjà un peu l'idée de voir comment est-ce qu'on peut faire des choses en Afrique. Mais je peux vous dire, hein, quand on vit dans la diaspora et on ne rentre pas de façon régulière en Afrique, on voit les choses de façon très lointaine. À la limite, on a peur. On dit, ouais, ben, j'ai cette double nationalité, c'est quoi mes couvertures? Si je peux investir en Afrique, qu'est-ce qui va couvrir mon business, machin. On se pose un tas de questions. Parce que je dis souvent que c'est quand même facile de nous pointer du doigt parfois, mais on le réalise parce que nous on vit qu'on est de l'autre côté. Alors, il faut ces gens comme lui qui pourront vous dire que non, les idées que vous avez là, c'est pas les bonnes. Venez d'abord sur le terrain, voir ce qui se passe et puis ça vous permet de savoir si vous pouvez investir ou pas. Ce qui est d'ailleurs facile. Alors, pour répondre à votre question, on a créé un fonds au niveau du Canada qui s'appelle P2A. Un fonds simple entre amis. On a dit qu'on va mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir dans un business. Je pense qu'aujourd'hui, on a presque $60 000 qui sont couchés dans nos fonds. C'est notre argent propre. Vous voyez un peu, ça fait 30 millions presque de fonds CFA. Donc en micro-projet, là, on peut quand même déjà financer beaucoup de projets. C'est entre amis qu'on a décidé de le faire. Maintenant, avec des partenaires comme lui ici, on a un incubateur qui est en train de se dessiner. Et puis de façon très simpliste, entre amis, on a décidé de financer un certain nombre de projets. Et sous la base de ce qu'il nous disait souvent, si tu dis que tu peux claquer $1 000 dans une soirée pour boire du champagne au Canada, qui ne va pas te revenir demain, pourquoi ne pas prendre 2-3 personnes réunies ces $1 000, on a facile $6 000 qui nous reviennent 3 millions de francs CFA pour investir dans un micro-projet. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte en fait que ces petits business-là, ça marche. Les jeunes ont simplement besoin d'un boost en fait. Moi je prends toujours l'exemple d'un jeune homme au Cameroun que j'ai rencontré en face d'un bar qui fait du shawarma. Ce mec il est là de 11h à 5h du matin chaque jour. Il fait un profit de 300 000 francs CFA. Chaque jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait un micro-projet en profit. Ça donne la possibilité de l'emploi, ça donne la possibilité de changer des vies en fait. Donc nous on s'est dit, à base de ça, ces petits métiers parallèles là, si vous voulez, on peut les financer. Avec l'argent du champagne, on réduit le champagne. On décide d'investir chez nos compatriotes, chez nos frères, pour changer la vie de nos compatriotes en Afrique. C'est simplement parti de là. Et on a eu dans le boost des gens comme son Excellence Gokila qui a dit que c'était des bonnes idées. Moi, je suis allé au Cameroun, on a cherché quelques micro-projets, on a investi et on a vu que ça pouvait vraiment créer un impact. Donc, c'est un peu ça, la structure derrière. Vous voulez enchaîner? Pour compléter, en fait, que les sources de financement pour ces micro-projets, on dit principalement à 90%, ce sont les financements des membres de la diaspora. Donc, selon le processus... Donc, ils sont milliardaires. Ils n'ont pas rentré au pays. Il vous a dit combien d'argent ils avaient épargné. Je n'ai pas entendu milliards. Sauf s'ils ont caché des choses qui ne m'ont pas été dites. Non, mais c'est important ce qu'il dit dans le sens où, même si on prenait ça, si on ne prend pas ça dans le cadre de la diaspora, même ici, chez nous au Gabon, vous prenez combien de jeunes s'assiedent à longueur de journée devant un bar et vous avez déjà essayé de compter combien d'argent ils dépensent pour être assis devant un bar? Imaginez que ces jeunes-là qui s'assiedent devant un bar et qui cotisent pour acheter toutes ces boissons. Qu'ils cotisaient, j'avais même vu une image, pour acheter une brique. Qui est à 250, la bière à 500.
Voilà, faites le calcul vous-même. Vous voyez que s'ils cotisent pour faire une brique, ben, ils vont quand même construire un petit quelque chose. Oui. Donc ça peut être un bar où après ils vont venir boire leur bière au lieu d'aller mettre ça ailleurs. Donc c'est de cette idée que partent un peu les fonds, je dirais, pour la promotion, pour l'investissement dans les microfinances, dans les micro-projets. Et donc à eux, j'ai regardé leur façon de boire le champagne, c'est vrai, dans chaque... Ça, je me permets de les titiller, mais ils faisaient les fêtes tout le temps. Chaque week-end, j'étais invité dans une communauté africaine, peu importe, la camerounaise, la congolaise, etc. Mais je voyais ce qu'ils claquaient. Juste pour... Vous aviez mal au cœur, j'avais trop mal au cœur parce que je pensais à mon petit frère qui était resté au Gabon et qui chaque jour me dit Western Union, Western Union. J'ai dit, bon, les gars, si vous ne pouvez pas leur envoyer le Western Union, envoyez quelque chose pour qu'eux, ils ne me demandent plus le Western Union, qu'ils puissent vivre. Et on peut faire ça même au niveau local. Ça veut dire que si aujourd'hui je me retrouve avec des promoteurs locaux, même des individualités qui disent, bon, écoutez, nous on va rentrer dans le BPCIDA, on va financer les projets que vous avez déjà sélectionnés ou que vous allez sélectionner et que vous allez incuber, parce que ça c'est la chose principale, incuber et pouvoir faire l'action avec ces gens-là. Si on a des gens sur le plan local qui disent, bon, nous on peut le faire, mais pour ces gens-là aussi, ils vont devenir des actionnaires, ils vont faire de l'entrepreneuriat en tant qu'actionnaire. Mais on n'a pas ce genre de petites idées. On croit que pour avoir une entreprise, il faut déjà posséder 50 millions de dollars, ce qui n'est pas le cas. Donc les financements, c'est 90% la diaspora située en Amérique principalement, au Canada, et puis les autres 10%, nous sommes en train de chercher d'autres partenaires qui ne sont pas forcément de la diaspora, mais qui ont des intérêts, qui ont des investissements en Afrique. Oui, justement, parce qu'on parle de micro-projet égale à microfinancement, mais est-ce que ça sera assez pour pouvoir accompagner tous les promoteurs, tous les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat avec ce genre ce type de financement, surtout au Gabon? Madame Bergou, qui est dans l'entrepreneuriat et que vous aviez toujours sollicité par exemple des financements, est-ce que c'est toujours suffisant pour des micro-projets? Alors, investir avec un montant minimal n'est jamais suffisant. C'est au fur et à mesure que le projet se décline que le financement ou le coût du projet devient réel. Donc on ne peut pas dire d'entrée de jeu que le financement qui sera octroyé sera suffisant ou pas, mais il faut bien commencer quelque part. Maintenant, la réponse à l'entrepreneur, c'est quelle est ta capacité de résilience. Lorsque tu échoues sur le premier 100 000 qui t'a été octroyé, comment tu utiliseras le second 100 000 de ton financement à 300 000? Parce que tu sais que tu n'as que 300 000. Pour ma petite expérience, c'est vrai que l'accompagnement y est pour beaucoup parce que j'ai quand même un mentor qui n'est pas connu de la place, mais qui est dans les affaires depuis bientôt 13 ans et qui m'a appris, parce que j'étais vraiment un exécutant, j'ai jamais voulu entreprendre. Pour moi, je devais être une dame au bureau. J'ai fait des études pour. J'étais dans une grande entreprise. Pourquoi je vais me prendre la tête pour En fait, on vous a préparé à être salarié. Voilà. C'était parfait pour moi. Ça t'assure un confort. Alors, toi qui décides d'entreprendre, qu'est-ce que tu veux réellement faire? Jusqu'où tu es prêt à aller pour que ton projet vive? Tu vas travailler de nuit, de jour. Tu vas arroser tes tomates. Tu vas les surveiller à la loupe. Tu vas veiller à ce que ta viande soit toujours de qualité. Tu vas la mariner le soir parce que tu dois être sur le terrain à 6 heures. C'est un travail de chaque jour. Mais l'argent en tant que tel ne définit pas la survivabilité, comment on dit? La solvabilité, non. En fait, la survie du projet. Voilà, ça ne définit pas la survie du projet. On aura beau te donner 100 millions. Si tu n'as pas su comment organiser tes 100 millions sur l'intégralité du projet, ton projet il mourra. Donc micro-projet ou gros projet, le financement c'est le début, mais c'est l'entrepreneur qui définit ce qu'il fait de ce financement et comment il l'utilise. Oui, parce que c'est un problème que nous rencontrons quand on parle de financement des micro-projets. Il y a des personnes qui appellent pour demander par exemple si on va leur donner de l'argent.
est-ce que, comment vous allez nous donner cette somme-là alors qu'on sait, on se dit pas que l'argent, en fait, c'est pas qu'on remet de l'argent, c'est de financer le projet de la personne. Et beaucoup de personnes se méprennent souvent à ce niveau-là. Monsieur Franklin, vous qui êtes je ne suis pas très content pour moi, désolé. Je souris un peu parce que justement, tout se joue au niveau, comme j'ai dit, du mindset des gens. Et donc, vous voyez, il faut qu'on apprenne progressivement à dire aux gens, justement, comme disait son excellence là, les jeunes qui vont à l'école et se disent qu'à la fin de leurs études, diplôme ou pas en main, ils vont aller chercher du travail. Vous cherchez le travail, vous avez le seul travail. On ne cherche pas le travail parce que le travail, c'est même pas, ça ne s'attend pas. On ne cherche, il faut qu'on apprenne à dire aux gens, je ne dois plus chercher le travail. Donc, tout, c'est au niveau de la tête que ça se joue. Je continue à dire que le mindset de l'entrepreneur ne peut pas être celui de l'employé. Mais on peut migrer de l'employé à l'entrepreneur. C'est mon cas. Moi, ça fait 18 ans que je suis sur le terrain. J'ai fini mon école il y a 18 ans aujourd'hui. J'ai commencé j'ai été employé pendant 10 ans. Quand j'ai arrêté, je me suis dit, j'arrête parce que justement, je sens que je flotte. Et puis, j'ai envie de me réaliser. Et tout entrepreneur, tout le monde est d'accord dessus, c'est quelqu'un qui a réalisé qu'il avait une mission. Il n'est pas venu se balader comme on dit souvent. Il a une mission, il s'est dit comment est-ce que je vais faire pour être utile à ma communauté, à mon pays, à mon continent. Et du coup, quand vous intégrez le fait que vous avez cette mission-là, vous ne dormez plus. Vous dites qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que demain, quand le bon Dieu m'appelle, que j'ai laissé les empreintes. Et on a beau parler des micro-projets, il faut quand même qu'on intègre fait une entreprise, quand on l'a construit, c'est pour 99 ans. Revolver. Ce n'est pas pour que 4 ans après ça meure. Et justement, les projets, on peut les demander graduels. Ouais, on a un petit 100 000, on fructifie bien 100 000 francs. Demain, il y a des partenaires qui vous voient. Ils disent, ce bonhomme-là, il a commencé quelque part. Et puis, les gens vont venir vers vous sans même que vous puissiez vous rendre compte. Vous voyez? Donc, on commence quelque part. Je suis d'accord avec ça. Ça ne peut jamais être suffisant. Donc, intégrons dans le fait que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a envie d'apporter sa contribution pour changer les vies. Parce qu'un entrepreneur, une entreprise qu'on met en place, c'est la réponse à un problème qu'on a identifié. Et que dès l'école qu'on apprenne aux élèves, aux jeunes, moi je peux voir, je sais pas. Quand on commence à intégrer le fait qu'on doit apprendre à être curieux. Quand on marche, on dit, mais pourquoi cette histoire-ci ne peut pas être comme ça? C'est-à-dire qu'on se pose les bonnes questions. Et moi, je dis toujours, on doit être de chercher des problèmes. On cherche des problèmes. Quand on marche, on dit, pourquoi est-ce que cette histoire-ci n'est pas comme ça? Ça peut être mieux. Et du coup, ça génère il y a des questionnements là. Et puis, après les questions, on s'est dit, il y a une solution qu'on peut apporter. Ça peut être en termes de produits ou de services. C'est une opportunité qu'on avait créée. Une opportunité, c'est de la richesse. Donc, intégrant le fait que l'entrepreneur crée la valeur, crée la richesse, crée les emplois. Et là, il se sent confortable parce qu'il sent qu'il est utile à la société. D'accord, nous allons marquer une pause et revenir dans un moment. De retour sur le plateau. Alors, Madame Baird, vous aviez dit que vous avez déjà participé à ce genre de programme. Alors, c'était des programmes initiés par, on va dire, le gouvernement, c'est-à-dire est-ce que c'était des programmes étatiques ou des programmes initiés par des personnes privées, c'est-à-dire des organismes privés? Alors, pour le plus récent auquel j'ai participé, c'était un programme organisé par la Banque mondiale en partenariat avec l'ANPI et le PRODES, qui devait réunir... Le PRODES, c'est quoi? Le PRODES, c'est le programme de développement de l'entrepreneuriat. C'est une branche de la Banque mondiale qui accompagne en fait les entrepreneurs ici au niveau local. Et ce programme devait sortir 300 entrepreneurs. Il se trouve que nous étions 600 retenus pour commencer le programme. Nous avons suivi une formation pendant 3 semaines où on nous a appris les méthodes de gestion d'entreprise,
C'était très intéressant parce qu'il y avait des intervenants de plusieurs bords où on nous a appris comment gérer le management des organisations, la gestion du personnel, comment créer un business plan, que faut-il faire pour maintenir son entreprise et surtout quel type d'entreprise choisir, quelle forme juridique choisir pour la création de son entreprise. Mais il se trouve que dans le panel de jeunes qui avaient été sélectionnés pour la première étape, 300 ont pu passer l'écumoire et ça a été un peu plus difficile et on s'est retrouvé à 17 à la fin du programme et c'était difficile parce que je ne pense pas que jusqu'aujourd'hui les autres ont pu recevoir leur financement, mais pour moi c'était un échec. J'ai appris beaucoup, mais j'espérais sortir de là avec mon projet. Je suis sortie de là riche d'expérience, riche d'un carnet d'adresses, parce qu'aujourd'hui, je connais des entrepreneurs qui ont des projets viables, mais qui n'ont pas les financements pour se lancer et qui parfois se battent pour lancer, mais ne survivent pas longtemps. Mais c'est déroutant pour les jeunes. Je peux imaginer qu'il y en a d'autres qui sont dans mon cas. Je n'ai pas baissé les bras parce que j'ai continué à faire autre chose. Mais il y en a qui sont dans ce cas et qui peut-être se sont découragés et ont préféré retourner dans le monde de l'emploi et ont abandonné l'entrepreneuriat. Monsieur Franklin, un commentaire par rapport à ce que Madame Baird Oui, je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que ça peut tuer l'entrepreneurial spirit d'un jeune. Faire des promotions et à la fin ne pas les financer, ça m'attriste. Raison pour laquelle je pense fortement, et ça je l'ai dit à M. Ngokila dès le premier jour, qu'on va financer les jeunes. Moi, mon souhait c'est qu'avant que je ne rentre au Canada, qu'on puisse déjà démontrer que voici 2, 3, 4, 5 jeunes, voilà leur budget, voilà leur financement, ils vont faire leur suivi à travers le cabinet et on pourrait effectivement les financer qui commencent le projet. Moi, ça va être ma fierté. Parce qu'on me dit toujours au fond, je ne sais pas, c'est pas l'argent que nous on cherche. Il faut quand même rectifier un peu le tir parce que j'ai eu ces questions-là plusieurs fois. Oui, on veut résoudre le problème, à la fin, au finish, on va probablement gagner de l'argent, mais au départ, ce n'est pas ça la clé. Parce que l'entrepreneur, en fait, vient, comme le disait le monsieur tout à l'heure, c'est de résoudre un problème. Quand tu résous ce problème, l'argent va te suivre. Donc nous, aujourd'hui, on veut vraiment investir dans cette jeunesse-là qui y croit. Ils étaient 600. À la fin, on a 16. On ne sait même pas si les 6 ont reçu les 6 millions. Je trouve que c'est triste. Je pense que si on décide d'être dans un programme, le mentorat c'est bon, mais ça ne suffit pas. C'est quoi le mentorat que tu fais aux jeunes après tu ne les donnes pas le financement? C'est pour qu'ils aillent chercher les financements. Donc c'est tout ce paramètre-là qu'on doit clarifier avec le cabinet. On va aller chercher des projets, les recueillir, regarder d'abord déjà qui sont faisables. Parce que les projets aussi que nous on a vu sur 600, peut-être certains projets, à la limite, c'est même pas des projets. C'est des idées complètement vagues qu'on a griffonnées et puis on est venu présenter. Donc sur ce point, je ne sais pas, sur les 600, je pense qu'il y en avait au moins 150 qui n'étaient pas bons du tout, qui n'étaient vraiment pas à regarder. Mais de façon technique, on les regarde. Donc nous, c'est vraiment le souhait, regarder ces projets-là. C'est pour ça qu'on insiste sur le business plan, que les jeunes comprennent au moins déjà ce qu'ils veulent. Et maintenant, on pourra passer à travers le cabinet, voir les projets réalisables avec nos comptables et ensuite les financer. Et je sais que ça va marcher. Monsieur Ngokila, vous disiez tout à l'heure qu'au Canada, dès le plus jeune âge, on apprenait déjà aux enfants à l'école à faire l'entrepreneuriat, avoir certaines bases. Au Gabon, d'après vous, qu'est-ce qui ne marche pas en fait avec l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est parce que nous, enfin, je dis nous, je suis de cette génération-là, que depuis le lycée, on ne nous apprend peut-être pas les bases de l'entrepreneuriat, on nous apprend peut-être des choses, excusez-moi mes chers professeurs, qui ne nous servent pas forcément aujourd'hui dans le monde du travail. Et maintenant que vous êtes rentré au Gabon, est-ce que vous avez des solutions par rapport à ça pour pouvoir booster, sans rentrer dans la politique, vous êtes un ancien ambassadeur et vous aspirez maintenant à vous lancer dans l'entrepreneuriat parce que vous faites partie du bureau. Est-ce que vous avez quelques solutions, je ne sais pas, qui pourraient booster l'entrepreneuriat au niveau du Gabon? Non, mais bon, déjà, parce qu'au Cameroun, apparemment, on a déjà M. Franklin, donc on est sûr que là-bas, ça va se booster x2. M. Franklin est canadien.
Oui, il est canadien, mais d'origine, il va se vendre Cameroun de temps en temps. C'est peut-être M. Patrick qui va changer d'entrepreneur. Non, mais quand j'ai fait allusion à cet exemple de la jeunesse, des élèves à qui on donne l'esprit d'entreprise depuis leur bas âge, c'est une solution en fait. C'est une solution, puisque quand on débat ici, on se rend compte que le véritable problème, c'est l'esprit qui manque d'abord. Si vous n'avez pas l'esprit, je suis désolé, quelqu'un peut venir avec une très belle idée de projet, de micro-projet, mais s'il n'a pas l'esprit d'entreprise, il ne va pas réussir. Et c'est cet esprit que l'on veut inculquer, qu'on veut essayer maintenant de rattraper lorsqu'on les met en incubation, lorsqu'on les coach, lorsqu'on les oriente. C'est l'esprit qu'on essaie de mettre en œuvre pour qu'ils puissent maintenant avoir les techniques et la façon de réfléchir, la façon d'avancer qui est celle-là. Mais en tant que profane, quand je regarde notre société ici, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que l'entreprise ne puisse pas réussir. Et il y a une chose qui va vous étonner. L'une des choses qui fait en sorte que l'on ne réussisse pas dans l'entreprise, c'est parce qu'on aime la gratuité. Regardez autour de vous, dans la jeunesse aime tout ce qui est gratuit. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on leur donne le pain gratuit, ils veulent qu'on leur donne l'électricité gratuite, mais c'est ça l'entreprise. Ces problèmes-là, ces problèmes tels qu'ils ont indiqués, la gratuité fait en sorte qu'on n'a pas envie d'entreprendre, parce qu'on veut tout déjà. Alors si vous avez des jeunes qui grandissent en disant que moi je ne veux pas des choses gratuites, moi je veux des choses, je veux conquérir les choses, vous allez commencer à changer l'esprit de quelqu'un. Et au Gabon, on aime la gratuité. On aime la gratuité, on aime que l'on vous mâche. On mâche le pain, on met dans votre bouche. Les jeunes aiment ça. On mâche, on met dans leur bouche. Vous pouvez prendre 10 millions d'exemples, vous allez voir. Madame Baird veut peut-être intervenir, on n'est peut-être pas d'accord avec ce que vous dites. Pas tout à fait d'accord avec son excellence, parce que simplement, il y a des modèles en Afrique qui réussissent. Notamment le Sénégal, pour prendre un exemple, où la politique incitative en matière d'investissement est tellement ancrée qu'aujourd'hui, le jeune entrepreneur ou la grosse entreprise sait que dans la première année de production, son exploitation n'est pas encore rentable, mais elle peut survivre. Au Gabon, c'est un tout autre contexte. À qui je tirais le plus vite. Ça, c'est la base. Ça veut dire quoi? On a les impôts qui vont t'asséner, on a la DGCC qui va te tomber dessus, on a la douane parce que tu as importé du matériel, on a la police et tous les autres. On a un panel d'administration qui se mettent en association pour ternir ou tuer la jeune entreprise. Ce n'est pas facile. L'importation de produits au Gabon coûte déjà assez cher. Je prends un cas simple, les graines de tomates. Même si je dois faire venir des graines de tomates différentes pour que mon marché, mon business ait une plus-value sur les vendeuses habituelles, il faudrait qu'il y ait en place un système pour me permettre de faire venir ces graines de tomates et rester compétitive. Parce que si je dois les vendre à 2000 alors que la vendeuse au quartier vend le tas à 500, il n'y a personne qui viendra acheter chez moi. Et donc, même ma production, je ne pourrais pas l'écouler. Je pense qu'au Gabon, on gagnerait à mettre en place des politiques incitatives. On a un code de l'investissement, je ne sais pas si quelqu'un l'a lu ou quelqu'un essaie de le faire appliquer. On a un code de l'investissement qui existe, mais aujourd'hui qui ne sert quasiment à rien ni à personne. Ce serait bien que des politiques derrière soient mises en place en plus de la formation, mais pour que les entreprises jeunes, qu'elles soient grandes ou petites, survivent dans les 3 premières années avant leur rentabilité. Exactement. Oui, mais je préfère redonner des précisions sur ce que j'entendais par gratuité pour que l'on ne confonde pas un peu ce que je voulais dire. Quand j'ai dit qu'on aime la gratuité, je prends une entreprise qui existe dans le domaine culturel par exemple. Si quelqu'un décide de faire un concert, c'est une entreprise. Il décide de faire un concert. Et donc, il fait venir des artistes locaux, internationaux, etc. Et donc, il veut mettre un billet, parce que c'est là où il gagne son argent.
Et quand je parlais de gratuité, c'est que tout le public veut qu'on leur offre ça gratuitement. C'est de ça que j'entendais par gratuité. Et donc, ceux qui sont plus, qui ont beaucoup plus de bras, comme on dit chez nous, il va aller voir un haut responsable tel et qui va payer déjà qui va payer son spectacle. Bon, c'est vrai qu'il a gagné de l'argent, mais ce spectacle va tuer les autres entreprises du même domaine qui font en sorte que eux, comme ils n'ont pas la possibilité d'avoir les gens, pour leur offrir des spectacles gratuits. J'aime beaucoup le cinéma. Il y a combien de personnes qui payent pour aller sur un film? Non? Il n'y a pas beaucoup de gens qui payent pour aller sur un film au Gabon. Il n'y en a pas. Il n'y a pas beaucoup. Si vous arrivez, il y a peut-être 5 personnes dans votre salle qui payent. Le reste, si moi, en tant que cinéaste, je ne me suis pas arrangé avec ministre X ou ministre Y pour qu'il me paye déjà, qu'il me donne quelque chose. Mais pour que les gens viennent suivre mon film gratuitement, ça veut dire que celui qui veut se lancer dans la production de cinéma, il ne va pas réussir parce que tout est donné gratuitement. C'est dans ce sens que je parlais d'attention. Chez nous, on aime tellement la gratuité que l'on n'aide pas les entreprises, les micro-projets à pouvoir avancer. Donc si moi j'ai investi, c'est pas pour que tu viennes me demander ça gratuitement. C'est dans ce sens que je disais la gratuité. Sinon, je suis tout à fait d'accord avec vous sur les principes que nos textes devraient, je ne sais pas si c'est vous les entrepreneurs, je ne sais pas si c'est à votre disposition, si vous les connaissez, les codes des investissements, tous ces documents, je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est une des choses qui fait en sorte que je pense qu'il y a des difficultés à investir chez nous, pour les jeunes. Alors, rappelons ici, oui, je voulais renchérir par rapport à ce que Mme Hubert a dit tout à l'heure sur l'environnement des affaires au Gabon assez hostile. Je vais prendre mon cas de figure. Lorsque je vais pour formaliser mon entreprise, on me demande de partir aux impôts. J'arrive aux impôts, on me tend une quittance de 119 000 francs à payer. Je leur dis, mais attendez, je suis en train de me formaliser, je n'ai même pas encore commencé l'activité. Là, vous me demandez de payer 119 000 francs, je trouve ça ouf. C'est pour vous expliquer un peu les difficultés auxquelles on a été confrontés. Mais je suis sortie de là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais heureusement que justement cet esprit d'entrepreneur là était déjà en moi. Je me suis dit, je ne lâche pas prise. Je dis, donnez-moi 1 mois, 2 mois, le temps que je travaille, le temps de me faire payer mes factures. Ensuite, je viendrai payer les 119 000. Donc, c'est pour vous montrer un peu la difficulté, sinon les enjeux en ce qui concerne l'entrepreneuriat. C'est pas la même chose au Cameroun, ça coule, c'est ça? Non, au contraire. Au contraire, c'est complètement la même chose. Peut-être même encore un peu plus difficile. Mais j'aime le dernier point, c'est le spirit of entrepreneurship. Moi, je pense que quand on est déterminé, ça va plutôt être des leçons. Ça ne va pas nous empêcher d'évoluer. Vous comprenez un peu? Parce que dans tous les pays du monde, c'est facile nulle part. Les débuts, c'est facile nulle part. Bon, je pense qu'en Afrique, c'est pas facile non plus, mais il y a des stratégies. Il y a des stratégies que j'apprends aujourd'hui et qu'il faut faire avec. C'est pour ça que j'ai vu beaucoup de personnes de la diaspora qui sont malheureusement arrivées en Afrique, qui se sont cassées la gueule parce que finalement ils voulaient fonctionner en donnant des leçons. It doesn't work that way. Il y a un modèle ici, tout est écrit, donc bien écrit, bien structuré, mais malheureusement ça ne marche pas comme dans les écrits. Ça se marche comme les réalités du terrain. Et puis qu'on apprend à connaître les réalités du terrain, comme j'ai vu ce matin quand je partais faire mon test Corona, qu'on apprend les réalités du terrain, on essaie de s'adapter aux subtilités du système. C'est un système et on ne va pas le changer demain, malheureusement. Alors, si d'autres personnes ont réussi à travers ce système, pas toujours de façon négative, je pense simplement qu'on peut s'adapter de façon à ce que si on a des impôts, je donne un exemple, je pourrais me corriger, si on a des impôts qu'il faut payer dans les 90 jours, et puis on a une façon de donner une avance, ne pas être fermé pour aller travailler encore et venir payer. Si le système permet ces subtilités, on est obligé de marcher avec, au lieu de chercher à être droit et se casser la tête, malheureusement. Oui, pour compléter ce que Franklin disait, oui, au Cameroun, au niveau de l'entrepreneuriat, je crois qu'il y a un ministère dédié aux questions, à la promotion de l'entrepreneuriat. Et on a également au niveau du Cameroun créé ce qu'on appelle des centres de formalité et de création d'entreprise. C'est des espèces de guichets uniques qui permettent que quelqu'un rentre au centre de création et de formalité d'entreprise là
il ressort avec ça, les contribuables, il ressort avec son registre de commerce, il ressort avec ainsi de suite, mais il y a ça. C'est ce que nous avons, non? Oui, mais ça a un coût, effectivement. Donc, c'est pour dire qu'au début, quand tu veux te formaliser, il faut te préparer également à apporter de l'argent avant même de commencer l'activité en tant que telle. C'est vrai qu'ils ont essayé quand même de créer quand même cette discrimination qui veut que des gens qui veulent commencer avec un capital de moins d'1 million, naturellement, ils vont vers ce centre-là. Et ceux qui veulent aller, qui veulent commencer avec un capital de plus d'1 million, ils savent que s'ils veulent aller chez un notaire. Ils savent ce que ça signifie, aller chez un notaire. Et puis, pour la première année, pour toutes les salles, par exemple, il y a les exonérations. On ne paye pas la patente sur un an quand on commence. Donc, c'est à partir de la deuxième année que les choses prennent. Mais tu dois quand même déclarer chaque mois. Et ça, c'est pour le Cameroun. Alors, c'est exonération ici quand même, sinon. C'est pas une question de concurrence, en même temps de se dire au Cameroun c'est mieux, au Gabon c'est. Voilà. Voilà. Toutes les personnes qui souhaitent faire des promotions sur leurs activités, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Télé Wallissimo et n'oubliez pas de partager, liker et de commenter pour agrandir la communauté de Télé Wallissimo. Au revoir.